Le roman de renard n'existe pas. Bon, peut-être que j'exagère un petit peu. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un roman au singulier écrit par un seul auteur. Ce qu'on appelle roman de renard, c'est une collection de récits courts, appelés branches, composés par une foule d'auteurs, pour la plupart anonymes, entre le XIIe et le XIIIe siècle. Pour compliquer les choses, on a conservé une douzaine de manuscrits du roman de renard, et il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Alors, certes, une partie du problème vient du fait qu'avant l'invention de l'imprimerie, tout texte est nécessairement un peu fluide. Essayez de recopier 300 pages à la main et vous verrez si le résultat ne comporte pas une erreur ou deux. Mais dans le cas du renard, c'est pas juste un mot ou deux qui passe à la trappe. Non, c'est plus compliqué que ça. Les divers manuscrits ne comportent pas toujours les mêmes branches, ils ne les classent pas dans le même ordre, ils ne les délimitent pas de la même façon. Parfois ils les réécrivent entièrement, ou bien ils en inventent des nouvelles. Si vous prenez un manuscrit du renard, vous verrez que les récits ne sont pas racontés dans l'ordre chronologique, ils ne sont pas toujours cohérents entre eux. Et c'est normal quand on y pense. Entre les branches les plus vieilles et les branches les plus récentes, il pouvait y avoir 50 ans de décalage. Le roman de renard, c'est vraiment la définition d'une œuvre protéiforme, toujours en train d'évoluer, de se réécrire et de se transformer. Donc, ne vous étonnez pas si au cours de ce résumé, j'aborde un récit que vous connaissez sous une forme un petit peu différente. On ne peut pas vraiment offrir de résumé parfait pour cette œuvre. Il faut forcément faire un choix. Je peux au moins vous dire que je me base sur l'édition Pléiade et qu'on va voir ces branches-là. Oh, je tiens aussi à vous prévenir, aujourd'hui on présente volontiers le roman de renard comme un récit pour les enfants, mais à l'époque, ce n'était pas du tout comme ça qu'on l'envisageait, hein. C'était vraiment un texte destiné aux adultes. Et ça se voit dans la façon dont les histoires sont racontées. Certaines branches sont d'une violence étonnante et parfois même, assez... Peggy 18. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Allez, assez bavardé, allons voir ce qui se passe à Maupertuis. Nos personnages sont, surprise surprise, des animaux qui parlent. Le récit nous emmène à la cour du roi Noble, le jour de l'Ascension. Tous les grands seigneurs y sont venus, sauf Renard, le maître incontesté de la ruse. En dédaignant la fête organisée par son suzerain, Renard manifeste son mépris pour la couronne, et tous les barons s'en plaignent. Et comme si ça ne suffisait pas, arrive à la cour un véritable cortège de gallinacés, traînant dans une charrette le cadavre d'une poule appelée Coupée, la dernière victime de Renard. Peut-on laisser courir un pareil criminel ? Noble promet aux plaignantes qu'elles obtiendront vengeance. Il ordonne à Brun l'ours d'aller chercher Renard pour le forcer à se présenter à la cour. Après un long voyage, Brun arrive à Maupertuis, la forteresse du Goupil. Maupertuis, en ancien français, ça veut littéralement dire « mauvais trou », comprendre « mauvaise tanière ». Renard ne fait pas toujours dans la subtilité. Renard fait semblant d'obtempérer, mais propose à Brun de faire un petit détour avant de se rendre à la cour. Il l'emmène sur le terrain d'un paysan appelé Lanfroy et lui désigne un chêne fendu en lui disant qu'il trouvera du miel à l'intérieur. Brun se jette sur l'arbre et enfouit son museau dans la fente. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le propriétaire avait prévu de le couper pour en tirer des planches et qu'il y a laissé des coins pour se faciliter le travail. Renard arrache les coins et Brun se retrouve coincé, incapable de s'extirper. Renard appelle à l'aide et une horde de paysans accourt prêts à déchiqueter l'ours. Celui-ci parvient à s'extirper de l'arbre, mais pas sans y laisser sa fourrure et une énorme quantité de sang. Vous me direz s'ils ont gardé cet épisode dans les éditions collège. J'ignore si l'extrême violence rendrait le texte plus ou moins populaire auprès de classes d'adolescents. Brun s'enfuit, non pas sans prendre quelques coups au passage, et arrive mourant à la cour. Noble est très en colère quand il apprend ce que Renard a fait à son ambassadeur. Il envoie Tibère le chat pour accomplir la mission que Brun n'a pas su exécuter. Mais Renard n'a pas plus envie d'obéir à Tibère qu'à Brun, et il se débarrasse de lui avec un mensonge du même type. Il l'emmène dans un petit village, désigne la maison d'un prêtre, et promet à Tibère qu'il y trouvera des souris à foison. Sauf qu'une fois à l'intérieur, tout ce que Tibère trouve, c'est un piège que le prêtre avait tendu en espérant capturer un méchant goupil qui lui avait mangé ses poules. Je me demande de qui il peut bien s'agir. Tibère se fait ruer de coups par la maisonnée, mais il arrive à mordre la couille du prêtre avant de s'échapper. La colère de Noble éclate au retour du chat, mais il ne renonce pas à son projet pour autant. Jamais de sang-froid, il envoie Grimbert le blaireau à Maupertuis. Mais comme Grimbert et Renard sont cousins, Renard ne fait pas de difficulté à le suivre. Une fois à la cour, Renard nie en bloc tous les faits qui lui sont reprochés. Mais Noble ne veut rien entendre. Les barons s'emparent de Renard, bien décidés à le pendre. Il faut que Grimbert supplie Noble d'accorder une dernière chance à Renard, en l'occurrence sous la forme d'un pèlerinage pour expier ses péchés. Imaginez si on pouvait faire ça aujourd'hui. Je suis vraiment désolé pour tous les meurtres que j'ai commis, mais sans doute que vous me pardonnerez si je prends des vacances à Rome. Noble se laisse convaincre.
Renard promet qu'il ne fera plus jamais de mal à personne et obtient le pardon royal. 5 minutes plus tard, Renard capture Couard le lièvre avec la ferme intention de le couper en petits morceaux pour nourrir sa maisonnée. Il monte sur une colline et défie tous les barons qui sont restés en contrebas, allant jusqu'à se torcher le derrière avec ses habits de pèlerin. Couard parvient à s'échapper et tous les barons indignés pourchassent Renard avec une avidité redoublée. Il parvient à s'enfermer dans sa forteresse, mais pas sans avoir reçu quelques blessures. Le château de Renard est une gigantesque forteresse, dont les murs sont très hauts et très solides. Pendant 6 mois, Noble et ses barons s'y attaquent avec férocité, mais sans jamais parvenir à y entrer. Une nuit, Renard sort discrètement pendant que les barons sont endormis. Avec une corde, il leur attache les pattes à l'arbre le plus proche. Puis il se glisse dans la tente de la reine pour la violer dans son sommeil. Vous allez devoir faire preuve d'imagination, je n'ai pas spécialement envie de dessiner ça. La reine pousse un cri, ce qui réveille les barons, qui se rendent compte qu'ils sont attachés. Mais Renard en a oublié un. Tardif, le limaçon, qui brandit fièrement son épée pour libérer ses compagnons en péril. Renard a beau essayer de s'enfuir, il est rapidement capturé, et on ne peut pas dire qu'il ne l'a pas cherché. Les barons l'empoignent, lui bandent les yeux et déchaînent leur colère sur lui, le frappant de tous côtés. Ils sont sur le point de le pendre quand arrive Hermeline, l'épouse de Renard, avec ses 3 enfants. Elle supplie humblement Noble de libérer son mari, au nom de Dieu, de la pitié, de l'amour, et aussi de l'énorme pile d'or qu'elle a amené avec elle pour racheter sa vie. L'un de ces arguments me semble plus efficace que les autres, mais j'ignore lequel. Noble se laisse corrompre avec une facilité déconcertante. Soudain, lui et Renard sont à nouveau super potes, comme s'ils ne venaient pas de passer 6 mois à se faire la guerre. Sauf que, nouveau retournement de situation, une centaine de bêtes arrivent sur les lieux, accusant Renard d'avoir tué qui une sœur, qui un père, qui un fils. Mais t'as tué combien de personnes? Il y a un moment, j'ai arrêté de compter. Renard comprend que le vent va encore tourner et s'enfuit dans un arbre. Mais Noble commence à en avoir assez et s'attaque au tronc avec une hache. Alors Renard lui jette un gros caillou sur la face et les barons sont obligés de ramener leur souverain chez lui pour le soigner. Le siège est enfin rompu. Le roi Noble fait proclamer dans tous les lieux publics que si quiconque s'empare de Renard, il a pour obligation de le tuer sur le champ. Renard est en cavale, à la recherche de nourriture dans un village. En voulant piller l'une des maisons, il tombe dans la cuve d'un teinturier. Le voilà plus jaune qu'un citron, ce qui l'arrange bien, parce que dans cet état, personne ne peut le reconnaître. Alors qu'il se promène dans la campagne, il croise Isengrin le loup, son pire ennemi. Il se fait alors la réflexion que la fourrure dorée ne suffira pas à masquer son identité. Il faut qu'il s'invente un personnage. Il se fait passer pour un musicien itinérant venu d'Angleterre appelé Galopin et truffe ses paroles de jargon anglicisant. Et la première chose que fait Isengrin, c'est demander à Galopin s'il n'aurait pas vu un certain Renard passer dans les parages. Parce que salaud, si je mets la main sur lui, il verra sa vie défiler devant ses yeux. C'est le moment où Renard sort sa meilleure poker face. Renard, vous dites? Jamais entendu parler. Ça doit être un sacré farceur celui-là. Isengrin propose de présenter Galopin à la cour du roi Noble, mais ils ne peuvent pas y aller tant que Renard n'aura pas trouvé un instrument de musique. Le loup et le goupil partent donc en voler une chez un paysan. C'est la nuit, tout le monde est endormi, Isengrin passe par la fenêtre. Il décroche une vielle qui était suspendue au mur et l'offre à Renard qui est resté dehors. Celui-ci retire le petit bâton qui maintenait la fenêtre ouverte. Voilà Isengrin enfermé à l'intérieur. Le bruit réveille le paysan qui croit qu'un voleur est entré dans sa maison. Il se penche pour allumer un feu et Isengrin en profite pour lui mordre les fesses. Le chien du paysan se réveille à son tour et arrache une des couilles d'Isengrin. Et pour une vielle dérobée, une émasculation gratuite. Isengrin parvient à s'enfuir. Une fois rentré chez lui, sa femme Ersan lui fait bon accueil, l'embrasse, le cajole, mais une fois couché... Comment dire ça avec élégance et raffinement? Enflammé d'un désir concupissant, Ersan n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir consommer l'union charnelle avec son mari. Sauf qu'à force de tâter ses parties intimes, elle finit par s'apercevoir qu'il en manque un morceau. Elle est tellement déçue que son amour se transforme en détestation. Après avoir copieusement insulté Isengrin, elle quitte les lieux sans remords. Pendant ce temps, Renard prend une quinzaine de jours pour apprendre à jouer de la vielle. La nouvelle se répand qu'il est mort et sa femme Hermeline se cherche un nouvel amant. Elle se trouve un charmant blaireau appelé Poincé. Renard les rencontre un jour par hasard sur le chemin. Aucun des deux ne le reconnaît, mais ils sont ravis de faire sa connaissance et l'invitent à leur mariage. Le lendemain, des dizaines de bêtes viennent de partout pour assister au mariage. Le soir venu, Renard invite Poincé à faire un mini pèlerinage sur la tombe de la poule coupée. On raconte que c'est une martyre et une sainte, mais
Renard a trafiqué sa tombe en y installant un piège. Coincé, qui croyait obtenir la protection divine, est emprisonné dans les lacets puis dévoré par des chiens. Mais c'est l'hécatombe! Est-ce que je lis le roman de Renard ou Massacre à la tronçonneuse? De retour chez lui, Renard trouve Hermeline en train de se préparer pour la nuit de noces avec Ersan. C'est l'occasion de révéler qu'il n'est pas mort et accuser sa femme d'infidélité. Renard qui donne des leçons en termes de fidélité conjugale, c'est probablement une des meilleures blagues de ce livre. Il met les deux femmes dehors et une fois seules, elles commencent à s'engueuler comme jamais. Mais un pèlerin les réconcilie et chacune est libre de retourner chez elle pour faire la paix avec son mari. Renard est en mauvaise posture. Le roi noble a réussi à le faire comparer devant la cour, et tous les grands seigneurs l'accusent de divers crimes. Isengrin en particulier l'accuse d'avoir couché avec sa femme. Seul au milieu de tant d'ennemis, Renard clame pourtant son innocence, et entend prouver ses dires par un duel judiciaire. Si vous vous en souvenez, on a déjà parlé de cette procédure dans la vidéo sur le chevalier de la charrette. Deux combattants s'affrontent, et Dieu est censé faire gagner celui qui dit la vérité. Renard sait qu'il a menti. Mais est-ce qu'il peut gagner pour autant ? Isengrin accepte le défi, et les deux barons présentent leur gage au roi. Ils prennent 15 jours pour se préparer. Hermeline prie pour que Renard sorte victorieux du combat. Ersan, elle, prie pour qu'Isengrin périsse. L'amour est définitivement dans le pré. Le jour venu, les deux combattants s'affrontent en présence du roi et de tous les grands seigneurs. Au début, Renard semble avoir l'avantage. Il est certes moins grand et moins fort que son compère loup, mais il est plus habile, plus rapide et plus malin. Il parvient même à lui casser le bras, mais Isengrin retourne la situation en lui mordant férocement la patte. Anéanti par son adversaire, Renard n'a d'autre choix que de faire le mort. On le condamne alors à être pendu. Sauf que l'auteur de la branche s'est rendu compte que s'il tuait Renard, c'en était fini de ses aventures. En conséquence, il fait intervenir un nouveau personnage, un certain Bernard de Grandmont, celui-ci passé dans le coin quand il constate qu'on s'apprête à pendre Renard. Il demande à ce que le goupil soit épargné pour en faire un moine dans son abbaye. Renard n'est que trop heureux de saisir cette main qu'on lui tend. Il devient moine pendant quelque temps, jusqu'au jour où on le chasse pour avoir mangé toutes les poules de l'abbaye.